Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire organisé par la section rose de la SNHF. Je suis Jean-Pierre Lelièvre, membre de la section rose et organisateur du concours de rose de Bagatelle pour la ville de Paris. Deux mots sur la section rose pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Elle est composée de passionnés de rose, amateurs et professionnels. Quelques-unes de ses activités. Chaque année, depuis 15 ans, elle organise le Grand Prix de la Rose SNHF. Le palmarès de cette année sera proclamé le 11 mai prochain à Marseille. Elle est présente aussi sur différentes fêtes des plantes. Elle édite un guide des roseraies. Celui de la France est sorti en 2018 et est encore disponible. Un autre sur les roseraies d'Europe est prévu pour ce printemps. Elle propose une lettre mensuelle appelée Parlons Rose sur l'actualité de la rose que vous pouvez retrouver sur le site internet de la SNHF. Et la dernière parution date de quelques jours seulement. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est les concours de roses. Il est commun de dire que l'histoire des roses modernes commence avec la variété dénommée La France, créée par Jean-Baptiste Guyot fils à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1867. À partir de là, des dizaines de milliers de roses furent créées partout à travers le monde. L'idée de faire un puis des concours de roses arriva très vite. Nous allons donc chercher à expliquer ce phénomène qui perdure encore en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un concours de roses? Quelles sont les roses qui y participent? Quelles sont les personnes qui jugent? Et nous répondrons bien sûr à toutes vos autres questions. Pour cela, deux experts du sujet sont avec nous. Je les remercie de leur participation. Je vous présente tout d'abord Daniel Boulins, président de la Société française des roses et tout nouveau président des roses anciennes en France. Il est aussi jury international de concours de roses. Il est également chairman pour les récompenses des roseraies et des livres pour la Fédération mondiale des sociétés de roses. Il nous parlera des différents concours de roses. Notre second intervenant du jour est Mathias Meillan, de chez Meillan International, 6e génération, plus de 1000 variétés au catalogue, dont Madame A. Meillan, Papa Meillan, Black Baccarat, La Sevillana, Bonica, Pierre de Ronsard. Que des variétés au destin extraordinaire. Il nous parlera de sa motivation pour toujours créer de nouvelles roses. Je vous propose de passer tout de suite la parole à Daniel Boulins. Eh bien, bonjour à toutes. Est-ce que tout le monde a mon écran? Je pense que oui. Jean-Pierre, Daniel, tu vois c'est mon bon, oui. écran? Oui, c'est Voilà. bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à la SNHF de nous inviter cet après-midi. Je voudrais faire un petit coucou amical, un petit salut amical à nos amis étrangers. Il y en a plusieurs qui sont en ligne, au Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie, en Suisse, notamment. Bon, et ceux que j'oublie, je crois même on a des amis de Tchéquie qui sont en ligne aussi. Voilà, donc je vais essayer de vous parler modestement des concours de roses au travers de quelques images des participations que j'ai pu avoir. Alors, sur l'image de présentation que vous avez là, c'est une vue du parc de la Tête d'Or, donc il y a quelques années. Je dis il y a quelques années parce que les roses, comme tout, elles évoluent et ben, il y a un renouvellement permanent des rosiers. Mais la roseraie est toujours aussi magnifique. Alors, on va venir sur tous ces sujets et je vais voir si ma deuxième diapo veut bien s'enclencher. Voilà. Alors, dans les roses, tu viens de le dire, Jean-Pierre, il faut faire un petit retour parce que dans notre auditoire de cet après-midi, on a des spécialistes des diverses associations de roses. Je sais que dans la Société française des roses, dans Roses anciennes, ils sont là cet après-midi aussi pour nous écouter. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui, qui nous rejoignent pour la première fois. Il faut peut-être rappeler quelques fondamentaux sur ce que sont les roses. Alors, je vous ai mis ici, dans cette première diapositive, l'églantine classique que l'on trouve partout en France. Son petit nom scientifique est latin, c'est le Rosa canina, le rosier des chiens. Et sur cette photo, ce qu'on voit bien, ben, c'est que cette rose, elle a 5 pétales. Au centre, elle a des petites étamines. Ce sont ces petites graines qui sont, je parle communément, hein, au bout, ça s'appelle des anthères, donc, mais j'appelle ça des petites boules pour que tout le monde comprenne, au bout d'une longue tige. Et puis au centre, on a une masse un peu protubérante qu'on appelle les stigmates sur un pistil.
Donc ça, c'est des organes mâles et femelles. Ça, c'est la rose que tout le monde peut voir dans les différentes haies en France au mois de mai. Mais il y en a d'autres, et ces roses, c'est celles qu'on appelle des roses sauvages. On pourrait aussi, vous trouverez le nom aussi de rose botanique. Eh bien, ces roses qui sont communes dans la nature, il n'y en a pas moins de 180 à 200 espèces de ces roses églantines, on va dire, dans le monde. En France, on en a d'autres. Et donc, toute l'évolution des cultures de roses jusqu'aux roses modernes, tu as rappelé la première rose hybride de thé, la France, hein, obtenue d'ailleurs à Lyon en 1867, eh bien, sont partis à l'origine de ces roses donc qu'on appelle sauvages. Là, en voilà une autre de rose sauvage. C'est la rose qu'on appelle multiflora, qui va servir, qui est très importante cette rose, parce qu'elle va servir de support pour le greffage à très nombreuses variétés modernes. Donc cette histoire de rose, et voilà, elles partent de ces roses dites sauvages. Ces roses sauvages, on les trouve essentiellement, ou que même, on va dire que, dans l'hémisphère nord. Alors pourquoi? Ben, c'est le hasard de la répartition géographique. Je vous ai mis dans la slide suivante une autre rose. Alors quand on regarde le feuillage et la fleur, on n'a pas l'impression que c'est une vraie rose, mais elle s'appelle Rosa persica. C'est une rose qui pousse dans le désert de l'Iran. C'est un ami, il s'agit d'Assalipour, qui m'a envoyé cette photo. C'est vraiment un type de rose très, très adapté au désert, donc à la résistance au sec et à la grande chaleur. Alors, son petit nom scientifique, c'est Ultemia persica. Je vous la montre parce qu'on verra dans les roses plus tard que cette rose sauvage, elle a servi à l'hybridation de beaucoup de roses modernes. Et puis, vous voyez en bas sur la rose, la photo de droite, là, eh bien, qu'il y a une jolie petite guêpe en train de butiner. Et on va en reparler tout au long de cet exposé sur les concours. Mais maintenant, c'est un des caractères qui est très recherché, c'est les roses qui ont aussi un aspect mellifère. Voilà, alors je vous ai mis sur cette diapositive différentes roses, on va dire sauvages, et des roses un peu plus élaborées comme la Rosa gallica. Mais voilà, la Rosa gigantea, la Rosa levigata, la Rosa frobeli, fetida, corymbifolia, ben, ce sont des roses qui sont dans la nature et qui croissent dans leur terrain d'origine, dans leur pays d'origine. Vous voyez celle du centre qui s'appelle Rosa fetida, on a un joli jaune ici. Donc on n'a pas que des roses, roses comme notre églantine, mais on en a beaucoup de blanches. On peut avoir des jaunes et quelques-unes roses. Alors, il y a eu des précurseurs. Alors, comment ces roses sont arrivées jusqu'à la rose d'aujourd'hui? Eh bien, les roses, la majorité de la distribution des roses sauvages, la grande distribution, elle est plutôt dans l'hémisphère nord, mais en zone orientale. Alors, vous avez entendu parler des roses de Chine, et donc ces roses, elles sont arrivées progressivement. Il y a toute une histoire qui est passionnante, à qui vous raconterai l'histoire des roses. Eh bien, elles ont migré, pas par leurs propres ailes ou par le vent, les roses pour arriver jusqu'en Europe, mais elles ont migré aussi grâce au transport humain ou au transport de marchandises. Et là, vous voyez une rose Old Blush, c'est une des toutes premières. Et cette rose Old Blush avait une caractéristique, c'est un croisement avec une rose chinoise, mais elle a une caractéristique qui est vraiment, je l'appelle précurseur, parce que la plupart des roses églantines, eh bien, elles ne fleurissent qu'une fois, au mois de mai. Et cette rose Old Blush, cette précurseur, elle a été très utilisée parce qu'elle avait la capacité de fleurir plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le caractère de remontance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop les roses, la remontance, hein, ce n'est pas un rosier grimpant, ce n'est pas que ça remonte contre les murs, mais c'est un caractère de répétition florale. Une rose est dite remontante, si vous achetez un rosier, elle est remontante, ça veut dire qu'elle va fleurir de nombreuses fois au cours de la saison végétative, avec peut-être un peu des paliers entre deux floraisons, mais elle a la capacité à refleurir. Donc Old Blush était une des précurseurs qui a servi notamment dans la génétique à arriver au premier rosier hybride de thé que Jean-Pierre vous a nommé, la France, obtenu par Jean-Baptiste Guillot fils en 1867 à Lyon.
Alors, puisque je suis lyonnais, je fais un peu la promotion aussi de Lyon. Lyon a été la capitale mondiale de la rose, on va dire entre les années 1830 et 1920. C'est ce qui explique notamment aussi la création de la Société française des rosiéristes, qui est devenue par la suite la Société française des roses. Et la production de roses a été assez fantastique à cette époque, avec des producteurs comme Guillot, comme Pernet-Duché, comme Schwartz, comme beaucoup d'autres, hein, voilà, qui ont lancé toutes les bases de la rose. Alors, une petite parenthèse, ces premières roses hybrides de thé, on pourrait comparer cette période un peu à la tulipomania qu'il y a eu aux Pays-Bas, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, parce que ces roses, eh bien, elles ont été vendues dans le monde entier. Et on s'arrachait un peu ces roses hybrides de thé qui fleurissaient avec beaucoup de pétales et qui fleurissaient beaucoup et qui étaient pour certaines d'elles parfumées. On se les arrachait, on se les achetait aussi à prix d'or. Donc c'était très intéressant. Et là, ce serait l'objet d'une autre histoire, de vous raconter l'histoire des roses. Alors, la rose de demain, je vous montre cette image-là qui est piochée sur des bases de données photographiques. Ces roses, est-ce que les concours vont nous permettre d'arriver à ce type de rose? Ça pourrait être la question. Ces roses que vous voyez là à l'écran, elles existent aujourd'hui. Ce n'est pas un montage, hein, c'est pas du Photoshop comme on pourrait dire, mais ces roses-là, elles existent par une autre technique que l'hybridation. On va reparler des concours tout à l'heure. Ces roses-là, elles existent parce qu'on leur a fait absorber des colorants dans la tige. Il y a une technique particulière qu'on peut maîtriser. On part d'une rose colorée et en la trempant, en coupant la tige en quatre, en mettant 4 petits morceaux de la tige dans des colorants différents, on arrive à ce type de couleur. Mais on n'a pas ce type-là aujourd'hui, à ma connaissance. Ça n'existe pas sur un rosier dans la nature ou même en production. Alors, la rose de demain, j'en parle tout de suite avant qu'on parle des concours. Parce que les concours, ils vont servir à nous faire évoluer vers les roses de demain. Mais les roses de demain, tout de suite, avant que je développe mes propos, quelles vont être les tendances des roses de demain? Je préfère démarrer par ça alors que ça aurait pu être ma conclusion. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi des concours. Mais les roses de demain, ça va être des roses qui seront durables. Durable, ça veut dire qu'on va prendre conscience de l'impact environnemental de l'industrie qui les produit. Je parle aussi bien des fleurs coupées que des roses de jardin. Eh bien, des roses durables, c'est celles qui auront un impact modéré, voire zéro impact sur l'environnement. Il faudra qu'elles soient cultivées de manière durable, mais aussi responsable. Alors, c'est vrai que actuellement, la rose coupée qui vient de Colombie, du Pérou, d'Équateur ou de Kenya, Éthiopie, n'est pas réputée pour être très responsable et durable, mais il faudra qu'elle le devienne. Alors que les roses de jardin, pour la plupart, le sont aujourd'hui. Les roses de jardin, les rosiers que vous plantez dans vos jardins, ils respectent déjà ces critères. Donc, je fais la part des choses entre les deux. La rose de demain, vous allez voir aussi, les concours servent à ça, elles devront être résistantes aux maladies. Donc en France, vous savez qu'en depuis 2017, on n'utilise plus de produits chimiques dans les parcs, les espaces publics. Et depuis 2019, la vente de produits chimiques, elle est interdite aussi pour les particuliers. Donc les roses, elles devront être résistantes aux parasites, aux maladies, puisqu'on n'a plus cette capacité d'utiliser ces produits. Les roses de demain, ça va être encore des roses, on va dire hybrides, ça ne veut pas dire hybrides de thé, mais hybrides au niveau des couleurs, des formes. Et ça, on va directement le voir au travers des concours de roses nouvelles. On va avoir pour la rose fleur coupée aussi une caractéristique, ça va être d'allonger la durée de vie des roses. Quand on achète une rose, elle dure 4-5 jours en vase. Aussi, un des objectifs aussi, ça va être d'allonger la durée de vie des roses. Et puis enfin, moi je pense que les roses d'avenir aussi, ça va être des roses qui vont être personnalisées. On parle beaucoup des réseaux sociaux, on y est aujourd'hui en train d'utiliser les réseaux sociaux pour ce webinaire, mais je pense que demain, on pourra commander sa propre rose à son nom, avec une couleur
aussi une forme et un parfum spécifique. Voilà, là je m'avance un peu, mais Mathias nous en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on va arriver sur les concours de roses, puisque ces concours de roses, eh bien, ils ont suivi l'évolution de la rose. Parfois, ils la précèdent. Les obtenteurs précèdent fortement ce que vous allez trouver dans les jardineries ou dans vos jardins. Donc, il y a un lien permanent entre l'obtenteur et le consommateur ou le passionné de roses. Et c'est vraiment important de le signaler. Et ces concours, eh bien, ils existent depuis plus d'un siècle. Je crois que Paris, on va y venir tout à l'heure, c'est l'un des plus anciens concours de roses, le concours des roses de Bagatelle. Et donc, ces concours, eh bien, ils avaient pour but, à l'origine, de se comparer. Les obtenteurs aimaient se comparer. C'était le lieu pour tester leurs nouvelles variétés, les hybridations, se rencontrer aussi, parce que en 1900, où il n'y avait pas encore les Facebook, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a maintenant, les Instagram, eh bien, ces concours, c'était le moment où les professionnels soumettaient à un jury leur nouvelle création, mais se rencontraient dans une manière amicale et pouvaient voir un peu ce que le voisin faisait et se donner aussi des idées, de voir les tendances. Donc, ça partait déjà de c'est un petit esprit de challenge, de compétition, mais en même temps, cette compétition, c'était aussi de voir qu'est-ce qui allait marcher, de pressentir aussi le marché pour les obtenteurs. Et il y avait un petit jeu pour être aussi présent et avancer dans la recherche. Déjà en 1900, on pouvait pressentir aussi quelles seraient les roses de 1910, de 1920, et ainsi de suite. Donc, peut-être Mathias nous en reparlera, mais pour créer une rose qui arrive sur le marché, il faut pratiquement une dizaine d'années de sélection de la période où on va mettre le pollen d'une rose sur le stigmate, sur le pistil d'une autre rose et arriver à une diffusion. C'est pratiquement 10 ans de sélection qui vont conduire à une mise sur le marché d'une rose qui va être exceptionnelle. Alors, les concours de roses, je viens de vous le dire, ils sont là pour essayer de faire avancer cette dynamique des roses, de se comparer, de voir aussi si on obtient des choses nouvelles dans les roses. Alors ça, c'est un bouquet de roses, c'est pas un bouquet de roses, hein, c'est une seule tige de roses qui porte beaucoup de roses que j'ai prises en photo l'année dernière. Alors, je ne sais pas son nom, celle-là, c'était, vous allez le voir, et des concours de roses, il y en a pour les particuliers et pour les obtenteurs. Et là, je l'ai prise dans un concours de particuliers, ça poussait chez un particulier. Et une seule branche, elle porte pratiquement une dizaine de roses. Alors, les concours de roses, je vous écris ici, je vous mets comme dans beaucoup de domaines, il existe aussi des concours de roses. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais on va trouver des concours des canaris, par exemple, des chiens, des chats, pour avoir le plus bel oiseau, le plus beau chat ou le plus beau chien. Et ceux qui participent à ces concours, là pour le moment je ne parle pas des roses, eh bien c'est des amateurs et aussi des professionnels. On a les deux. Eh bien pour les roses, c'est pareil. On a deux grands types de concours qui cohabitent. Les concours de roses qui sont cultivés par le public. Et là, c'est les jardiniers amateurs, c'est monsieur et madame tout le monde qui cultivent des roses dans son jardin. Et il y a un concours qui est organisé et les particuliers vont cueillir les belles roses qu'ils ont dans le jardin pour les soumettre à un jury de professionnels. Alors, on verra, je vais vous montrer des images plus tard. Et puis, le deuxième type de concours, les concours dits de roses nouvelles, qui permettent une réelle sélection grandeur nature des roses issues d'hybridation, donc des roses qui n'existent pas encore dans le commerce. Alors, c'est surtout ces deuxièmes types de concours dont je vais vous parler. Mais je voulais quand même vous parler des concours de roses amateurs. Alors, je vais vous montrer des photos. Alors, les concours de roses cultivées par le public. Voilà, là, c'est un exemple. L'année dernière, il y a eu un congrès mondial des sociétés de roses, la Fédération mondiale des sociétés de roses, la WFRS. Notez dans un coin ce sigle, parce que là, vous trouverez aussi beaucoup de renseignements sur cette fédération qui chapeaute l'ensemble des associations mondiales de roses. Et cette Fédération mondiale de roses,
Elle a un congrès mondial tous les 3 ans. Le dernier s'est tenu à Adélaïde, en Australie, en octobre-novembre l'année dernière. Et le prochain sera en 2025 à Fukuyama, au Japon. On a eu la chance d'organiser en 2015 ce congrès mondial à Lyon. C'est une très grande manifestation avec plus de 800 participants. C'est la première édition. Voilà, donc c'est tous les 3 ans. Et entre tous les 3 ans, eh bien, intermédiaire, on a un congrès régional. Et le prochain, il va se passer en Belgique. Je fais un peu la promotion pour nos amis belges. Le prochain congrès va se passer donc la première semaine de juin de cette année. Et ce sera un congrès qui sera basé sur ce qu'on appelle les roses anciennes, Heritage Roses. Voilà. Et l'année d'après, en 2024, il y aura un autre congrès régional qui va se tenir en Suède. Donc, c'est pour dire que les roses sont bien présentes partout. Voilà, alors ce congrès d'Adélaïde, là, vous voyez sur les tables, ce sont des roses apportées par les particuliers. Alors là, elles ne vont pas être jugées sur leur nom ou sur la variété, mais elles sont jugées simplement sur un critère d'esthétique par des jurys professionnels. Ces concours, ils sont très communs dans tous les pays anglo-saxons, en Angleterre, bien sûr, là en Australie, en Inde et aux États-Unis. En France, en Suisse, en Allemagne, on connaît Espagne, Italie, on ne connaît pas tellement ce type de concours. Ou s'ils existent, ils sont plutôt mineurs, organisés à l'intérieur de sociétés de roses. Alors, je vous ai montré cette photo d'Adélaïde, je crois que j'en ai une autre. Voilà, ça c'est encore Adélaïde. Mais vous voyez sur la droite de votre écran, eh bien, on a les fiches de jury. Chaque rose a des caractéristiques et les jurys viennent noter pour un total de 100 points ou 60 points. Il y a un total de 2 jurys. Voilà. Et personnellement, je ne suis pas un jury de ce type de rose, donc je ne peux pas vous expliquer les critères de ces roses. Elles sont belles, la forme du feuillage, la forme de la fleur, est-ce qu'elles ont du parfum? On va retrouver ces caractéristiques sur les concours de roses nouvelles de jardin. Je m'étendrai plus sur les roses de jardin. Mais c'est pour bien vous signaler que ça existe. Et vous signaler un des plus grands concours de roses de fleurs coupées des particuliers. Il se déroule aux États-Unis. Il y a un concours, il y a 38 000 roses comme ça qui sont dispatchées, des roses cultivées par le public. Je crois que c'est dans une ville du Texas qui s'appelle Tyler. Je vous ai mis une autre photo, ça se passe en Inde. Alors voilà, en Inde aussi, ils sont friands de ce type de concours de roses. Voilà, donc là, la rose, elle ne dure pas très longtemps. C'est un très gros travail de logistique, de préparer chaque petite rose ou bouquet de roses dans des petites fioles, dans des petits vases pour les passages des jurys. Mais voilà, en Inde, c'est quelque chose de très primé par le public. Alors, on va passer un petit peu plus de temps dans les concours dits de roses nouvelles, donc des obtentions de roses nouvelles. Et je vous ai dit que les roses font l'objet d'une évolution permanente, qui est le fruit de créations obtenues par les obtenteurs hybrideurs. Alors, pour beaucoup d'entre vous, obtenteurs hybrideurs, c'est des mots un petit peu compliqués. Je vais revenir sur ce que sont les obtenteurs hybrideurs. Alors, ces obtenteurs hybrideurs, ce sont eux qui créent des roses. Mais tout à l'heure, je vous ai évoqué la fleur de la rose, vous avez vu les étamines, vous avez vu le pistil. Si vous voulez vous amuser à les faire vous-même, vous pouvez être votre propre créateur de roses pour essayer, pour tester. D'ailleurs, je vous encourage. Je ne pense pas que ça fera d'ombrage à Mathias Meillan si vous voulez vous lancer à faire une rose chez vous entre une églantine et un rosier de votre jardin. Voilà, vous pouvez le faire, mais vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus complexe, mais ça peut se faire, on peut le faire. Alors en France, on va dire combien il y en a. On va dire qu'en France, on a une vingtaine d'obtenteurs français qui sont connus sur la place française et qu'au niveau étranger, pareil, des gens qui sont un peu de renom, qui vont faire une production, une création qui est significative, on va dire qu'il y en a environ 25. Alors, vous retrouverez, je fais un petit peu de promotion
pour notre association, sur le site de la Société française des roses, vous retrouverez, allez-y, c'est gratuit d'aller regarder le website, vous retrouverez ces listes d'obtenteurs. Mais là, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, désolé si vous êtes derrière votre écran et que vous en cherchez un qui n'est pas marqué, ma liste, elle n'est pas exhaustive. Mais vous pouvez voir, on va dire, dans cette liste, les grands obtenteurs qu'on a aujourd'hui en France. Alors, Michel Adam, les Pépinières Croix, Georges Delbar, Dorieux, Duché, Ève, Félix, Gaujard, Guillot, Laperrière, Lebrun, Massade, Meillan, Nirp, Horard, Panozzo, Reuter, Sauvageau, Simon, Travers. Voilà, ceux-là, c'est ceux que vous verrez la plupart du temps. Il y en a d'autres, mais j'ai mis ceux qui étaient pour moi les plus significatifs. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas importants, mais c'est important. Alors, dans les étrangers, j'ai essayé, alors là c'est plus dur, cette liste elle a été difficile à établir. J'ai essayé de vous établir ça. Ça m'a demandé un peu de recherche pour arriver à ce tableau. Mais voilà, j'essaie de vous les établir par pays, c'est pareil. Les plus représentatifs dans les pays, Cordes, vous allez entendre ce nom. Si vous allez acheter un rosier, vous verrez ce nom, Cordes. Noack, vous trouverez, moins important que Cordes. Tantao, voilà, Cordes Tantao, deux très, très, très gros hybrideurs producteurs de roses en Allemagne. En Belgique, la Belgique est aussi une terre de roses, donc très forte. Vous avez un institut voilà, public qui s'appelle ILVO, Lens Rose, Martin Visters, important, Delforge, Ori. Voilà, donc il y en a d'autres également en Belgique. En Corée du Sud, vous avez aussi un hybride obtenteur, Sojeong Bae. En Tchéquie, au Danemark, un obtenteur assez important qui produit des roses très très bien adaptées au territoire nordique, Poulsen. En Espagne, Ferrer, rose. Il y a quelques années, on avait Pedredot qui était un obtenteur. Aujourd'hui, c'est surtout Ferrer qui est présent. En Grande-Bretagne aussi, c'est une zone de production, d'obtention importante. Coker & Son, David Austin, Fryer, Harkness, Warners. Voilà. En Irlande, Dixon Nursery. Ah, je pense que j'ai oublié Kenny aussi pour l'Irlande, qui n'est pas marqué là. En Italie, Alberici, mais Barney aussi, qui est important. Au Japon, Kezei. Nouvelle-Zélande, McGrady. En Suisse, alors je ne sais plus, il faudrait que je vérifie ce nom, je l'ai dans les archives, mais Uber, je ne sais plus s'il est toujours producteur. Et aux USA, Week Rose. Alors, il y en a d'autres, là aussi. Je crois que c'est ma diapo suivante. Voilà, je vous ai mis, il existe d'autres obtenteurs français étrangers, parfois des amateurs, des semi-professionnels ou des professionnels. Alors, j'ai pris cette référence des établissements Meillan qui présentent dans les concours en Europe des rosiers obtenus par ces compagnies, par ces producteurs obtenteurs. Alors, Kezei, on l'a vu déjà tout à l'heure, mais aussi Wong Bangji, Slezak aux USA, Radler aux USA est connu, très connu pour un rosier qui a fait fureur et qui est toujours d'actualité, qui était Knockout. James Sproul, Vineland Institute, Summerfield en Nouvelle-Zélande, John Ford en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a des découvreurs de mutations, on appelle ça ces mutations des spores. Alors, par exemple, dans une variété qui s'appelle Pierre de Ronsard, il y a un spore qui s'appelle cyclamen par Reggie Tomer, Joe Tomerlin. Voilà, donc vous voyez, c'est assez vaste. La liste, elle ne peut pas être complète, parce que là, je vous ai mis des obtenteurs encore en activité, mais vous avez beaucoup d'obtenteurs qui malheureusement sont décédés. Vous pouvez retrouver des noms de roses dont les obtenteurs aujourd'hui sont décédés, bien sûr. Alors, la France, depuis la rose La France, avec ses nombreux hybrideurs, elle tient une place importante et particulière dans l'innovation variétale, bien sûr en France, en Europe et dans le monde. Et ce dynamisme de recherche et de création variétale, ils sont très forts. On a aussi, je ne le mentionne pas dans ma slide, mais on a plusieurs universités en France qui travaillent sur la génétique de la rose et sur la rose.
Donc, on a une université à Saint-Étienne, une à Angers qui travaille sur les roses. Donc, c'est un domaine de recherche important. Alors, je fais tout de suite une petite digression. Quand je parle de centres de recherche qui travaillent sur le génome de la rose, il faut bien comprendre que le génome, c'est les chromosomes, mais on ne fait pas des obtentions génétiques. Mathias Meillan vous expliquera que les croisements, l'hybridation, on reste dans des hybridations naturelles qui sont simplement de prendre le pollen, le mettre sur une autre plante. On n'est pas dans des manipulations génétiques, on n'est pas dans des OGM pour les roses, on est vraiment dans de la sélection de masse, c'est-à-dire on fait des tests sur des grandes quantités. Voilà, donc les variétés qui sont obtenues, ils sont testés dans les concours internationaux où les jurys indépendants vont évaluer leurs caractéristiques, on va le voir. Donc, à ce stade de création, Mathias vous le dira certainement, mais peut-être que sur 1000 graines ou 10 000 graines, il y aura peut-être une rose qui va sortir, qui ira peut-être dans un concours un jour. Donc, c'est une grande, grande loterie. Et c'est parmi ces variétés qui seront passées dans les concours, dans le filtre des concours, qui arriveront ensuite dans le commerce. Et je vous disais tout à l'heure, il faut bien presque une dizaine d'années. Alors, ces concours, le premier a été créé au monde en juillet 1907 à Paris. Et ces concours, ils ont très vite connu une renommée mondiale. À Lyon, on est arrivé plus tard, on est arrivé en 1931, donc organisé par la Société française des roses. Et aux USA, les concours sont arrivés avec les associations All America Rose Selections en 1938. En Allemagne, un petit peu plus tard aussi, le concours ADR, Allgemeine Deutsche Rosenprüfung, 1950. Et les mêmes conditions de concours. Voilà, donc on va regarder tout ça maintenant. Alors, comment on juge les rosiers et qui sont les jurys? Je vous l'expliquerai après. Alors, les rosiers, ils sont jugés sur plusieurs critères. On attend d'un rosier, c'est bien sûr la qualité de la fleur et du rosier. Et dans la fleur, qu'est-ce qu'on va regarder? La floraison, la défloraison. Alors, floraison, défloraison, qu'est-ce que ça veut dire? Floraison, est-ce que le pétale s'ouvre en plein? La forme de la fleur, son caractéristiques sur les pétales. Il y a toutes sortes de pétales, on en verra des photos tout à l'heure. La défloraison, c'est est-ce que les pétales, une fois que la rose a fané, est-ce qu'ils tombent tout seuls ou est-ce qu'ils restent accrochés et parfois avec une pluie, ils pourrissent sur la plante. Voilà, donc c'est tous ces caractères que les jurys vont regarder. La floribondité. La floribondité, qu'est-ce que c'est la floribondité? C'est la quantité de fleurs qu'il va y avoir sur un rosier, sur une tige aussi. Donc c'est important. Vous avez des rosiers qui ont une tige avec une fleur. Si c'est ce qu'on recherche dans certains cas, pourquoi pas. Maintenant, pour des rosiers de jardin, on aime avoir quand même plusieurs fleurs sur la tige. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? La végétation. La végétation, certains parlent d'habillage. Habillage de végétation, ça veut dire est-ce que la végétation, elle se trouve sur toute la hauteur de la plante, avec un feuillage brillant, terne, bleu, vert. Voilà, est-ce que le feuillage est bien réparti? On va regarder l'état sanitaire. Est-ce que le rosier qu'on a devant nous dans le jardin, est-ce qu'il est très résistant aux maladies? Ou est-ce que déjà pendant le concours, il est piqué de taches noires ou de taches de rouille, par exemple? Et tout ça va être discriminatoire. Le parfum. Alors, le parfum, voilà une caractéristique très difficile, parce que tout le monde n'a pas la capacité à sentir le parfum des roses. Et je dirais même peu de personnes ont cette chance d'être des nez, on va les appeler comme ça, pour déterminer toutes les subtilités des parfums. Mais dans ces concours, on va retrouver, entre guillemets, des nez, des gens spécialistes des parfums qui vont aussi donner des caractéristiques. Et puis enfin, on peut aussi avoir le charme ou le coup de cœur pour un rosier. Là, on est devant le rosier, on a regardé toutes les autres caractéristiques, et puis on se dit, waouh, celui-là, il est chouette.
Voilà. Alors, ce que je mets dessous, aussi dans la plupart des concours, les jurys s'appuient aussi sur les observations des jardiniers. Voilà, donc les jardiniers, ben, c'est eux qui vont constituer souvent de ce qu'on appelle des jurys permanents. J'en parlerai tout à l'heure, on le verra lorsque je vous montrerai le parc de Bagatelle tout à l'heure, pour tout ce qui concerne les caractéristiques végétatives des plantes. Alors, un rosier, dans vos jardins, vous voyez bien que des rosiers, il y en a différents types. Eh bien, dans les concours, on a aussi des types et des catégories de rosiers. Alors, je vous ai mis ici 6 catégories de rosiers. C'est déjà pas mal, on peut les subdiviser encore plus, mais déjà, dans un concours, quand on en a 6 catégories, c'est déjà beaucoup. Les rosiers buissons à grandes fleurs. Là, on va retrouver, par exemple, des rosiers qui ont des tiges, et souvent sur la tige, on a 1 ou 2 fleurs sur la tige. Certains les appellent des fleurs nobles. Bon, maintenant, on prend la dénomination buisson à grandes fleurs. Autre type, les rosiers buissons à fleurs groupées. C'est-à-dire que, comme vous avez vu sur une diapositive précédemment, sur une seule tige, vous pouvez avoir 7 ou 8 ou 10 fleurs. Donc voilà, un rosier type à fleurs groupées. Les rosiers couvre-sol, eh bien, c'est des rosiers qui vont pouvoir être des tapissants qu'on va pouvoir utiliser pour couvrir le sol, comme son nom l'indique, mais être utilisés dans le paysage pour pouvoir couvrir des grands talus. Les rosiers miniatures, là, on est dans une autre gamme. Vous avez peut-être déjà vu des rosiers en pot qu'on offre souvent pour la fête des mères avec des petites fleurs, une gamme plus réduite de hauteur. Voilà. Donc, c'est aussi une catégorie. Les rosiers paysages, c'est une gamme qui existe depuis maintenant une cinquantaine d'années. C'est des rosiers qui seront le plus souvent à petites fleurs, à très grand développement de végétation, et avec très très peu d'entretien et qui conviennent parfaitement dans les très grands espaces ou dans les espaces publics. Et les rosiers sarmenteux, eh bien, ce sont les rosiers qu'on appelle aussi grimpants, hein, donc ne pas confondre avec remontants. Grimpants ou sarmenteux, c'est un synonyme. Eh bien, les obtenteurs vont envoyer dans les concours les rosiers par type de catégorie. Alors, ils ne le respectent pas toujours, et ça, c'est un problème, parce qu'eux-mêmes, eh bien, ils ont parfois du mal à classer leurs rosiers dans ces catégories, mais on essaye de trouver les catégories qui correspondent le mieux. Alors, quand est-ce qu'ils sont évalués, ces rosiers? Alors, selon les concours, les rosiers sont jugés pendant 2, voire 3 années, notamment pour les grimpants et les rosiers paysages, ou encore pour évaluer une spécificité comme la résistance ou la remontance. La résistance-remontance, notamment dans le concours de Lyon, elle est évaluée en septembre de l'année N+2 ou N+3. Voilà, alors quand est-ce qu'on fait ces jugements? Le jury et les jurys permanents, en gros, ils vont faire 3, 4, 5 jugements sur 2 ans. Alors en France, on dit on va opérer en début de floraison, à mi ou fin mai, suivant où on se trouve, en pleine floraison, entre fin mai et mi-juin, en remontée de floraison, début septembre, puis parfois fin de floraison, septembre, début octobre. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes des amateurs qui voulaient acheter des rosiers pour votre jardin, allez vous balader dans les roseraie, fin septembre, début octobre. Les meilleurs rosiers que vous aurez fin septembre, début octobre, ce sera les rosiers les plus résistants, et ceux-là, vous pouvez les acheter sans crainte. Alors, qui est-ce qui juge les rosiers? Alors, je vous parlais de jardiniers tout à l'heure. Eh bien, il y a des jurys permanents qui vont noter avec les critères que vous avez vus tout à l'heure et qui vont noter sur 3, 4 ou 5 passages les rosiers. Cette note des jurys permanents va osciller, suivant les concours, entre 50 et 75% de la note finale qui sera donnée aux rosiers. Donc, parfois, ça peut être plus aussi selon les concours. Mais également par un jury de personnalités françaises et étrangères. Là, c'est ce qu'on appelle des jurys, le grand jury ou le jury international. Et dans ces jurys, on peut y inclure des personnes totalement étrangères au monde de la rose. Des élus, souvent on les associe parce qu'on est dans les territoires des collectivités, des artistes, des journalistes, des enseignants. Et la note de ce jury de personnalités françaises et étrangères
elle va compléter la note du jury permanent ou alors décerner un prix spécial. On le verra tout à l'heure dans mes images. Alors, ces notations, il y a un cadre pour les notations. La Fédération mondiale des sociétés de rose recommande des notations sur les bases de 100 points. Je vous ai montré des critères tout à l'heure, hein, et là, eh bien, la Fédération mondiale propose de donner une notation de 100 qui prenne 30 points pour l'aspect végétal, tout le feuillage, la structure, l'habillage de la plante, 30 pour la résistance aux maladies, 30 points pour la fleur, 10 points pour le parfum. Ça va varier et suivant les concours, on n'est pas tous dans la grille de la Fédération mondiale. Je veux dire qu'à Barcelone ou à Lyon, on a des variations par rapport à la Fédération mondiale, mais c'est une spécificité de ces concours et pourquoi pas. Donc, on peut avoir quelques variations. Alors, on va voir la grille des roses nouvelles de Bagatelle. Voilà, là, vous l'avez, la grille avec des notations. Alors là, on va bien retrouver les caractéristiques, la plante, les 30 points de la plante. Alors, on parle de vigueur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'habillage, c'est-à-dire des feuilles sur toute la hauteur de la plante. Un aspect général, je vous parlais tout à l'heure de la brillance, de la mateté ou d'autres choses, des couleurs du feuillage. Ça fait 30 points. La résistance aux maladies, c'est 30 points. Donc, vous voyez que cette caractéristique du rosier, elle est très, très forte. Un rosier qui ne passe pas le critère de la résistance aux maladies, il a 0 chance de gagner, même s'il a une très belle fleur. La fleur, aussi 30 points sur la forme, l'évolution, fleur en fin de vie et auto-nettoyage. Tout à l'heure, je vous parlais de défloraison. Là, vous voyez le mot auto-nettoyage. Ça veut dire que les pétales vont tomber d'eux-mêmes. Et la floribondité, la quantité de fleurs. Et puis enfin, 10 points pour le parfum. Donc au total, c'est 100 points. Et là, vous voyez que les jurys, il y a 4 passages avec un jury. Ça fait 5 passages au total pour une fleur. Alors, quelle fleur participe, quelle rose participe à ces concours? Je vous l'ai dit, le titre, ce sont des concours de roses nouvelles. C'est-à-dire que ce sont des nouveautés non encore commercialisées. Elles vont concourir anonymement. Donc, dans les roseraies, vous allez voir des petits panneaux avec des numéros. Et on ne va pas laisser chaque obtenteur envoyer tout ce qu'il veut, mais il va envoyer un certain nombre. En gros, suivant les concours, c'est limité à 4 ou 5 nouveautés. Donc, dans le concours, il devra envoyer entre 3 et 5 pieds par variété qu'il va proposer. Alors, ces contraintes de 3 à 5 pieds par variété, elles sont importantes, parce que si le même obtenteur veut participer à 10 concours, il faut qu'il ait suffisamment de rosiers pour pouvoir les proposer dans tous les concours. Alors, qui est-ce qui cultive et entretient les rosiers pendant cette période de concours? Les concours, ils ont lieu où? Eh bien, les concours, ils ont lieu la plupart du temps dans des espaces publics, dans des espaces verts de collectivités. Et ce sont ces collectivités, au travers de leur direction d'espaces verts, qui assurent l'entretien et donc qui les mettent dans les meilleures conditions pour que les roses puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est important que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Saverne, ou que ce soit en Allemagne, à Baden-Baden, en Italie, en Espagne, à Barcelone ou à Madrid. Ce sont les collectivités territoriales qui assurent l'entretien de ces roseraies de concours. Parce que ce sont aussi des vitrines pour les obtenteurs, mais aussi par curiosité pour le public. Et le public, dans la plupart de ces concours, est invité pour délivrer un prix du public au moment du concours. Alors, le prix du public, il peut se dérouler un jour avant le concours international, une semaine avant, une semaine après. Chaque collectivité s'organise pour faire participer le prix du public. À Lyon, je crois qu'on le mettra, mais à Lyon, on organise des prix du public, mais on organise également des prix des écoles primaires, des écoles maternelles, pour associer le plus grand nombre donc, de personnes au choix de ces roses. Voilà, alors je le disais tout à l'heure, je l'ai expliqué dans les critères, un élément majeur depuis plusieurs années, les roseraies de concours, que ce soit à Lyon, Paris, Saverne, Baden-Baden,
Ils n'utilisent plus de produits chimiques, produits phytosanitaires. L'aspect résistance est donc un critère très important du jugement du rosier. Je rappelle, je viens de le dire, mais il faut le redire, n'utilisez pas de produits chimiques dans vos jardins, c'est interdit. Ah, tiens, j'ai fait une petite erreur sur ma slide. Pour les jardins privés, c'est le 1er janvier, pas 2016, 2019, vous corrigerez. Je vois que la petite erreur. Alors, on va voir maintenant où est-ce qu'il y en a des concours et quand. Alors, je vous ai mis les concours qui sont prévus pour l'année 2023. Alors, dans l'ordre chronologique, vous allez comprendre pourquoi il y a un ordre chronologique. Barcelone en mai 2023, Madrid 19 mai, Rome 20 mai, Bologne 27 mai, Lyon 2 juin, Paris-Bagatelle 15 juin, Radec-Kralové 17 juin, Nyon 17 juin, Baden-Baden 20 juin, Saverne 21 juin, Courtrai 23 juin, La Haye 1er juillet, Belfast 14 juillet, Hertfordshire 11 août, Glasgow, on ne sait pas la date, Varsovie 26 août, L'Heureux, Belgique 1er septembre, Orléans 8 septembre. Vous avez peut-être compris à l'énumération de cette liste des concours en Europe qu'on part du sud. On part du sud de l'Europe et on va sur le nord, excepté pour les deux derniers, l'Heureux et Orléans, où on revient fin septembre, sur l'Europe du centre. Alors, on suit ces concours, ils ont l'intérêt de tester des roses, pratiquement souvent les mêmes variétés, sous des latitudes différentes, sur des sols différents. Donc, quelqu'un qui va gagner, une rose qui va gagner à Barcelone, ou qui va gagner à Belfast, ou à Courtrai, ou à Varsovie, c'est une rose qui aura une grande latitude de floraison et d'adaptation. Donc, c'est particulièrement intéressant. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes. Une rose qui viendrait à gagner uniquement à Baden-Baden, elle pourra être peut-être très, très bien adaptée à un climat de l'Allemagne, de la région de Baden-Baden. Mais voilà, mais une rose qui s'adapte partout, elle va gagner, elle va être lauréate dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Alors, je vous ai mis, il y a d'autres concours qui existent hors d'Europe, en Argentine, aux USA, en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et peut-être ailleurs parce que je ne connais pas toute la liste. Voilà, alors les concours sont anonymes et donc lorsqu'on va proclamer les résultats, elles ont un code mystérieux ou même parfois dans les roseraies, vous voyez, j'ai pris un exemple. KO 07 29 40 01 Corotouf Co. Voilà, c'est des codifications, c'est des protections de brevets de variétés. Une rose qui est créée, c'est un brevet d'invention. Elle aura, quand elle sera dans le commerce, une petite étiquette rouge ou orangée qu'on appelle le certificat d'obtention variétale. Eh bien, c'est une reconnaissance de la protection individuelle et industrielle de la plante. Voilà. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nom compliqué? Parce que nous, quand on les achète, elles ont des noms, elles s'appellent Pierre de Ronsard, elles s'appellent Boutchou, elles s'appellent Monchou, voilà. Et bien, les baptêmes de rose, c'est un autre sujet qui pourra faire l'objet d'un exposé plus complet, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Alors voilà, on arrive dans les concours. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Alors, à tout honneur, voilà, donc on va démarrer par celui de la SNHF. Jean-Pierre vous en a parlé, le Grand Prix de la Rose, la section rose de la SNHF. Ce concours, il se déroule sur 7 sites différents en France, Annecy, Bordeaux, l'Haye-les-Roses, Marseille, Montpellier, Nancy, Rennes. Alors, ce panel de villes, il est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de la latitude en Europe, mais là, on a aussi les différents lieux à une échelle plus réduite au niveau du territoire de la France. Donc, c'est particulièrement intéressant de tester une rose et de voir si la rose, elle fait des points excellents à Nancy ou à Montpellier ou à Annecy. Une rose qui se comporte bien partout en France, elle a de fortes chances d'être lauréate. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi la différence des autres concours de roses nouvelles. Le concours est ouvert aux variétés commercialisées. Tout à l'heure, elles ne sont pas encore commercialisées. Celui de la SNHF, les roses sont commercialisées depuis moins de 5 ans. Elles restent relativement des roses récentes. Les obtenteurs de toute origine peuvent présenter au maximum 3 variétés par édition.
dans les catégories. On retrouve les catégories de tout à l'heure. Là, vous avez tous les résultats de 2022. On va en voir quelques-uns. Je vais vous montrer les résultats en photo, de quelques résultats, mais allez sur le site de la SNHF, allez sur le site de la section rose, et je vous encourage vraiment à y aller parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Alors voilà, là c'était l'année dernière. Le prix, le grand prix, toute catégorie, alors a été attribué donc à une rose d'un obtenteur allemand, Tantao, une rose qui s'appelle Deep Love. Et là, le monsieur, c'est pas Tantao, c'est l'éditeur français qui s'appelle monsieur François Félix, qui par ailleurs est aussi un obtenteur de roses. Et c'est le président de la Société nationale d'horticulture de France, Jean-Pierre Guenot, qui le remet donc pour le premier prix un vase de sève. Là, le monsieur, vous le verrez tout à l'heure. Là, donc, Mathias reçoit un prix dans la catégorie des buissons à grandes fleurs. Une rose qui s'appelle Lion Lumière. J'ai oublié le i dans le mot lumière. C'est pas lumière, mais c'est lumière. Voilà, donc il vous en reparlera peut-être. Et vous voyez sur la photo de gauche, il y a un nom tarabiscoté à rallonge, mais Van et voilà, donc ça, ça va être le nom, donc le vrai nom qu'on va retrouver dans tous les lexiques de rose et les noms qui peuvent lier aussi au brevet d'invention. Et dans les autres catégories, eh bien, on avait une production de Michel Adam dans les rosiers buissons à fleurs groupées, dans les rosiers paysages, une autre production de Tantao. Et puis, on peut avoir des coups de cœur. Ici, c'était coup de cœur pour une obtention de Andreev. On va avancer sur le concours des roses de Paris-Bagatelle. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des premières compétitions organisées en 1907 par Jean-Claude Nicolas Forestier, qui était conservateur au niveau des parcs et jardins de la ville de Paris. 148 nouveautés de roses à ce concours, 27 sélectionneurs français, 31 venus du monde entier. Premier concours de roses au monde. Le plus important, bien sûr, le prix le plus important, c'est la médaille d'or, qui était symbole de la plus belle rose d'Europe. Alors, je vous ai mis quelques lauréats. Je ne vous ai pas tout mis depuis 1907. J'avais pris 6 ou 7 parce que j'ai voulu citer des Français. Lion Rose, j'ai voulu citer Lion Rose. Je suis un peu chauvin. Médaille d'or en 1909, Pernay-Duché. Souvenir de Georges Pernay. Pernay-Duché, c'est un autre Lyonnais. Parure d'or d'Elbar, donc une rose jaune. Grand siècle d'Elbar en 1976. Grand siècle est une rose très, très connue à l'étranger. Anita Pereire, j'ai mis celle-là parce que je voulais aussi souligner qu'un obtenteur de la région lyonnaise. Et puis 97, Caprice, une obtention de Meillan. Alors, voilà une affiche qui était dans le parc de Bagatelle, le concours du public 2023. L'année d'avant, du 4 juin au 30 septembre 2022, donc c'est sur 3 mois, choisissez vos 3 roses préférées pour élire la rose la plus parfumée pour le public, qui sera la lauréate du concours 2023. Donc, une année avant, à Paris, le public est invité à sélectionner donc, les roses. Dessous, je vous ai rappelé la notation, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission permanente qui assure 50% de la notation finale, un grand jury composé de personnalités internationales, je vous ai dit des élus, des artistes, des journalistes, voilà, qui assure 25% de la note, une commission de nouveautés faite par des obtenteurs français et étrangers qui assure 25% de la note. Voilà, et là, une photo des jurys en action, donc l'année dernière, dans le parc de Bagatelle. Et puis, quelques photos lauréates de l'année dernière, de 2022. Elles n'y sont pas toutes, ce sont mes propres photos, donc je n'ai mis que quelques-unes. Et pourquoi j'ai mis ces photos? Parce que certaines ont déjà des noms. Vous voyez, de rose numéro 24, Be Proud de Ilvo, c'est l'Institut belge de sélection des plantes, ou la rose numéro 52, Mel B de Ilvo, toujours, Belgique. Et vous voyez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, bee, ça veut dire abeille. Donc, vous voyez qu'il y a une volonté de rechercher des roses
qui ont un rôle dans l'attraction des abeilles pour jouer sur la biodiversité. Et puis, vous voyez en dessous, par exemple, une rose qui s'appelle Palsy Walsey de Viva International. Et là, on a des fleurs, des toutes petites fleurs. On va retrouver différentes roses, Cordes, Tantao. Allez, je vais avancer. Là, eh bien, la remise des prix avec les lauréats, les obtenteurs. Et il y a une présidente du jury, c'est la dame qui est au centre en bleu, Thérèse Loubert, qui était présidente du jury, et Jean-Pierre Lelièvre, qui est officier lors de cette remise des prix. On passe à Barcelone, je vais aller un petit peu plus vite maintenant parce que le temps tourne. Barcelone, ça se passe dans le parc Cervantes. Et là, on passe directement aux résultats. Et vous voyez que Barcelone, c'était leur 22e édition, hein, donc c'est un concours beaucoup plus récent. À Barcelone, le jury a officié avec des tablettes numériques. C'était une grande première ici. Avec tous les critères sont rentrés en informatique et on a juste à cliquer une note, tout se sélectionne. Et une caractéristique de Barcelone, c'est dès que les prix sont programmés, eh bien, on affiche dans la roseraie les rosiers, tous les prix qu'ils ont eu. Par exemple, en haut à droite, la rose 36, elle a gagné 4 prix. On explique ce que sont les 4 prix. Et ça, c'est intéressant. Voilà, en bas à droite, vous voyez une rose Rosa Laps 1512B. Donc, l'obtenteur, c'est La Perrière. Voilà des photos de Barcelone. Voilà. Madrid, 20 mai. Alors, Madrid, c'est une très, très belle roseraie publique. La roseraie du parc de l'Ouest, vous voyez, avec une roseraie très classique bordée de buis. Le jury international, il y a un peu moins de 20 personnes internationales, mais il y a une centaine de personnes qui sont là le jour du jury. Alors, eux, ils se basent sur 7 critères, donc un peu plus de critères que la Fédération mondiale, et donc des notations du jury international sur 40 points. Donc là aussi, une notation un peu différente. Donc là, vous retrouvez Jeannie Courlet, le président de la section rose, avec Jean-Pierre Lelièvre. Et puis en dessous, j'ai mis un petit clin d'œil à l'ancienne présidente de la Fédération mondiale des sociétés de roses, Henriane Debris. Voilà. Et là, leur fiche de notation. Alors là, ça peut être équivoque, mais on a déjà les notes du jury permanent. La moitié gauche, la notation, la fiche de notation, on a déjà pour nous aider, mais ça peut être aussi un piège, on peut être influencé. Moi, je préfère ne pas être influencé et mettre ma vraie notation. Donc, mais là, ici, on a ça. Voilà. Et là, c'est la photo de tous les jurys à la fin. À Lyon, on va passer un petit peu à Lyon. La roseraie de concours de Lyon. Là aussi, le même principe, des jurys en équipe, avec des tablettes. Alors, à Lyon, on a, depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, on a instauré aussi un système avec des tablettes. Et je remercie Rémi Laprin et Jacques Renoir, donc, qui ont beaucoup travaillé à l'organisation de ce concours, parce que c'est vrai que ça fait manipuler les chiffres lorsqu'ils étaient sur papier, des milliers, voire des dizaines de milliers de notations à synthétiser. Avec des tablettes numériques, maintenant, on va quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis là, vous avez un aperçu sur le résultat du concours, la qualité de la roseraie donc du parc de la Tête d'Or, entretenu par les jardiniers municipaux. Un grand merci à eux. Voilà, donc les remises de prix, mais elles se font en mairie avec présence des élus. L'année dernière, on avait la chance d'avoir la présidente de la Fédération mondiale, également le directeur de la direction des espaces verts, M. Nicolas Magalon. Voilà, on passe en Suisse maintenant. Là, on est dans un concours qui est récent. Le concours de Nyon, c'était sa 3e édition l'année dernière. Vous voyez les carrés d'essai qui sont notés. Nyon, c'est à une vingtaine de kilomètres de Genève, sur la berge du Léman. Là. Ici, à Nyon, ce sont des équipes. Les jurys travaillent en équipe de 7-8 personnes. Ils travaillaient aussi avec une tablette. Ici, on a eu un petit souci avec les tablettes parce qu'il faisait tellement de lumière qu'on n'arrivait pas à lire les tablettes, mais ce n'est pas grave. Alors, au total, il y avait 126 variétés qui étaient au concours de Nyon, ce qui est énorme.
126 variétés, je ne me rappelle plus combien d'obtenteurs, mais au moins 16, 20 obtenteurs. Et ici, il y a un classement Scratch, on va dire, la rose gagnante toute catégorie. Vous la voyez là, rose d'or de Nyon, une rose de Martin Vissers, un Belge. Voilà. Alors ici, 3e édition du concours, je me permets, je sais qu'on a des amis suisses qui nous écoutent, j'ai trouvé que les notes étaient plutôt tirées vers le haut et que sur 126 variétés, on avait 52 variétés primées, entre une rose d'or, une rose d'argent ou des accessites ou des certificats de mérite. À mon avis, on mérite d'être plus sélectif dans les concours. Alors, on va voir un autre concours qui est très sélectif, on va bientôt y arriver. Voilà, ça c'est toujours à Nyon, en Suisse. C'est une rose lauréate, Lady Capri, Tantao, qui était aussi primée au concours de Paris. Donc, vous voyez, donc, elle sort deux concours différents. Baden-Baden, là, on passe en Allemagne sur les contreforts de la forêt noire. Voilà une photo de la roseraie de Baden-Baden. On revoit une autre photo là, du carré du concours de Baden-Baden. Et puis là, on voit dans la photo en haut à gauche le directeur des espaces verts Baden-Baden, Markus Brunzig. Là, ici, il y a un monsieur en dessous, c'est le président du jury. Parfois, dans les concours, il y a un président du jury qui va décerner les prix. Là, c'est un ami indien, Sushil Prakash, qui était le président. Vous voyez, là, le concours de Baden-Baden a une caractéristique, c'est que ce concours, allez, on va prendre un mot qui n'est pas bien français, mais que je vais vous prendre quand même. On va dire que les roses sont biberonnées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent beaucoup d'engrais organiques, j'espère. Et vous voyez la vigueur des rosiers ici. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les roseraies, parce que dans la plupart des autres roseraies, notamment Lyon ou d'autres, Paris aussi, eh bien, on leur apporte juste la bonne dose qu'il faut, voire peu de fertilisants, pour que le public ne sente pas une grande différence quand il va les planter chez lui. Ici, c'est l'exubérance végétale, hein, c'est très beau, les rosiers sont très beaux. Voilà une autre vue de la roseraie. Je passe rapidement. Hein. Voilà. Maintenant, on est passé de l'autre côté du Rhin, on revient dans les Vosges, à Saverne. Alors, Saverne, c'est une roseraie, très belle roseraie. Saverne est une ville de 9000 habitants dans les Vosges, et une roseraie qui a été créée en 1898 par un monsieur qui s'appelait Louis Walter. Je crois qu'il était à l'origine, il travaillait à la Poste, ce monsieur, et qui est gérée, cette roseraie, par la Société alsacienne et lorraine des Amis des Roses de Saverne. La roseraie, 5000 rosiers, 800 variétés. Et donc là, le président de l'association, je pense que c'est toujours le même, qui est Jean-Ralph Schmitt, une association très dynamique, très gentille, très dynamique. Je vous invite à aller visiter cette roseraie, vraiment, ça vaut le détour. Tout à l'heure, je vous parlais des catégories. Alors, les catégories ici, c'est un peu différent des autres roseraies, parce que le classement va être un classement scratch, toutes catégories confondues. Il n'y a pas 50 prix. Ici, les prix, c'est la première, la deuxième, la troisième. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que, aussi, pour monsieur tout le monde, c'est quelle est la meilleure rose. Donc, pourquoi pas avoir cette synthèse? Et je trouve ça aussi sympathique. Alors, la veille, on était à Baden-Baden. Le jour-là, on est à Saverne. Et je peux vous dire qu'il y a une grande différence parce que là, regardez la photo du haut à gauche, les roses sont belles. Mais là, elles sont entretien, fertilisation, minimale, minimum. Donc ici, vraiment, la rose, elle s'exprime pleinement dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Il y avait 64 variétés à juger. Et là, on donne une médaille d'or, une médaille d'argent et un prix du parfum. Donc là, vous avez les jurys. Et l'année dernière, j'avais l'honneur d'être le président du jury. Donc là, je remettais les prix à Martin Vissers, à Michel Adam. Et il y en a une de médaille pour Meillan, mais qui va lui être décernée prochainement. J'étais en présence de nos amis du Luxembourg, Mireille Steil. Concours d'Heureux, Belgique. Voilà, on arrive en septembre. 2 concours en septembre, l'Heureux et Orléans. 2 concours particulièrement intéressants parce que je vous parlais de la remontance des roses. Et pour avoir le maximum de floraison des roses en septembre,
Eh bien, ici, au Reux, on va les pincer, c'est-à-dire on va les tailler, on va couper les fleurs. Il faut couper les fleurs pratiquement 8 semaines avant pour avoir une remontée florale. Là, je vous ai mis quelques photos. Je n'ai pas mis les noms parce que là, j'avais que les numéros. Et voilà des résultats. Et donc, ici, on a aussi un panel des rosiéristes qui sont là. Pratiquement, on a les principaux rosiéristes d'Europe qui sont ici, avec la dame avec le chapeau à droite, donc Oriane Debris, et puis le monsieur qui a la casquette à droite, c'est moi. Mais voilà, vous avez tous les autres, ce sont des producteurs rosiéristes de l'Europe. Une belle brochette ici. 119 cultivars qui étaient présentés, 30 obtenteurs de 11 pays, et également ici un concours particulier. Pourquoi vous avez tous ces obtenteurs? Parce que les obtenteurs, ils vont ici, ils ont un concours pour eux, pour déterminer ce qu'on appelle la rose élite du Reux. La rose élite du Reux, c'est sur le classement de l'année N-1, ce sont les professionnels qui vont décerner la rose qui sera la rose élite. Et ça, c'est aussi une originalité très, très agréable et sympathique. Alors ici, si vous avez l'occasion, on est à 40 km de la frontière française, allez au Reux. C'est une ville fantastique, un joli jardin et une équipe municipale vraiment très agréable, très accueillante. Ça vaut le détour, hein, donc de voir cette belle promotion de la rose donc en Belgique. Un des derniers concours, au concours d'Orléans, pareil, là, très intéressant pour la remontance des roses. Alors, c'est une photo que j'ai prise pas en 2022, mais en 2021. Nous étions représentés par Marielle Jourdan-David lors de ce concours, un concours qui aussi qui fait la part belle à la remontance, à la résistance des plantes, dans le cadre du Jardin des plantes donc d'Orléans. Alors, un concours aussi sur lequel on pense moins souvent, de la rose parfumée. Vous me direz, mais pourtant, on a fait les roses parfumées tout à l'heure. Vous avez une note de 10 points sur les roses. Oui, mais Nantes est spécialiste pour un concours spécial sur la rose parfumée. Et c'est un concours uniquement de nez. Il y a 12 parfumeurs qui vont venir juger après une première sélection qui est faite sur la caractéristique horticole. Eh bien, la ville de Nantes va éliminer tous les rosiers dont le caractéristique horticole ne convient pas, et les rosiers qui auront été sélectionnés seront sélectionnés pour un jury de nez qui sont en France. On a 2 personnes qui sont très connues, Pierre Nuyens et Philippe Sauvegrain. Alors voilà, on explique tout ça. Ça se passe dans le parc de la Beaujoire. Une première sélection technique très sévère est faite sur la qualité des rosiers pendant 2 saisons avec une note éliminatoire. Et le jury officie une seule fois pour déterminer la qualité et l'intensité du parfum. Et c'est fait par 12 parfumeurs. Voilà, on arrive à la fin. Les concours internationaux, on a Adélaïde en Australie, 1er novembre, on est dans un autre hémisphère. C'est le même principe qu'en Europe. Voilà, je vous donne les catalogues aussi. Rose nouvelle et concours, oui, mais en finale, c'est le public qui valide et assure le développement commercial des roses et rosiers qui deviendront des stars. Et le public aime les roses, qu'ils soient des roses et qu'ils soient parfumés. Voilà, ça c'était ma dernière slide, parce que c'est vrai qu'on peut créer des roses qui ne sont pas des roses, entre guillemets. Je me rappelle, chez Cordès, ils ont créé une rose qui s'appelle Rotensia. Rotensia, ça ressemble à un hortensia. Mais pourquoi j'irais acheter une rose qui ressemble à un hortensia alors que je peux acheter un hortensia? Voilà. Et cette rose, celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais je crois qu'elle s'appelait Mon Petit Chou, celle-là. Elle se vend en France, c'est le seul endroit, c'est une rose de Cordès. Elle se vend en France parce qu'ailleurs, elle ne se vend pas, parce que traduit en anglais, My Little Cabbage, c'est pas porteur. Donc voilà, tout ça, c'est ce sera une autre conférence. Voilà, ben je vous remercie. J'étais un petit peu long, mais j'espère que ça vous a intéressé. Merci Daniel pour cette brillante présentation très complète. On va laisser la place pour quelques questions si vous en avez. Je vous rappelle que vous pouvez les poser là sur le webinaire directement et je les répéterai à haute voix pour tout le monde. Pour l'instant, on a une première remarque, mais je la garde un petit peu en attente.
Je laisserai Mathias bien vouloir nous y répondre. Et pour lancer un peu les questions, si vous voulez bien, Daniel, je vais commencer par t'en poser une. Est-ce qu'on retrouve les mêmes rosiers dans tous les concours? Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une disponibilité des obtenteurs à envoyer des rosiers dans tous les concours. On retrouve, on va dire, ce que j'appelle les majors, Meillan, Cordès, Tantao, on les retrouve. On les retrouve bien partout, mais c'est une question de disponibilité sur leurs espèces. Parce qu'envoyer 4 ou 5 rosiers de la même espèce dans 10 concours, eh bien, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Les majors, eux, souvent, ils les ont, mais pas tout le monde. Voilà. Mais c'est intéressant parce que comparer un rosier à Madrid et à Varsovie, si c'est le même rosier qui donne de très bons résultats sous des latitudes très différentes, ça peut être un très, très bon rosier ubiquiste. Merci. Bon, tu as des félicitations d'admiratrices de Belges. J'espère que Aline n'est pas dans les parages. Bon, pour l'instant, pas d'autres questions, mais on pourra revenir après la présentation de Mathias, si vous avez des questions sur les concours. Je vais revenir sur une remarque qui nous a été faite de la part de Madame Yvette Diaté, qui nous mentionne que le certificat d'obtention végétale n'est pas un brevet, c'est un droit de propriété sui generis, qui protège l'obtenteur, mais qui permet à d'autres obtenteurs d'utiliser le rosier protégé pour créer de nouvelles variétés. Cela permet un progrès génétique continu. Eh bien, écoutez, à partir de là, je vais passer la main à Mathias pour qu'il complète ou qu'il réexplique un peu ce brevet d'obtention végétale. Et puis, il enchaînera avec sa présentation. Merci, Mathias. Alors, vu qu'on est dans la même